L'hiver est une des 4 saisons, les 3 autres sont
C'est très bien, mademoiselle. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, assez instruite, bonne mémoire. Tu connais les saisons, n'est-ce pas, monsieur? Oh, oui, mademoiselle, ou presque. Mais de toute façon, c'est déjà bien. Et vous finirez par les connaître. Toutes vos saisons, les yeux fermés. Comme moi. C'est difficile. Oh non, il suffit d'un petit effort. De la patience, mademoiselle. Vous verrez, ça viendra. C'est j'en sûr. Je voudrais bien, monsieur. J'ai une belle soif de m'instruire. Mes parents voudraient d'ailleurs que j'approfondisse mes connaissances. Ils pensent qu'une simple culture générale ne suffit plus à notre époque. Vos parents ont parfaitement raison, mademoiselle. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose absolument nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Et tellement compliqué. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oh, oui, monsieur, j'ai mon bachelier de sciences et mon bachelier de lettres. Oh, c'est très bien. Vous êtes très avancé, même trop avancé pour votre âge. Quel doctorat voulez-vous passer? Des sciences matérielles ou philosophie normale? Mes parents voudraient bien, si vous pensez que cela est possible dans si peu de temps. Ils voudraient bien que je passe mon doctorat total. Le doctorat total. Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons de faire de notre mieux. De toute façon, vous êtes déjà assez instruite. Si jeune âge. Oh, monsieur. Bon, alors, si vous voulez bien, je vous dirais que nous devons nous mettre au travail. Il n'y a pas de temps à perdre, mademoiselle. Oui, monsieur, je le veux bien, et même je vous en prie. Bon, puis-je vous prier de vous asseoir là? Voulez-vous me permettre, si ça ne vous dérange pas, mademoiselle, de m'asseoir en face de vous? Oh, mais non, monsieur, bien au contraire, je vous en prie. Merci bien. Bon, voilà. Et vous appelez, vous gagnez? Évidemment, monsieur. J'ai là tout ce qu'il faut. Parfait, mademoiselle, c'est parfait. Bon, alors, si vous voulez bien, pouvons-nous commencer? Mais oui, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. C'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Bon, alors, je commencerai par faire un rapide tour d'horizon de façon à bien dégager vos connaissances présentes et passées, et ainsi je pourrai mieux dégager la voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Nous allons voir ça. Si vous voulez bien, mademoiselle. Oh, mais oui, monsieur, bien volontiers, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle et une science moderne. À proprement parler, c'est plutôt une méthode. C'est aussi une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur, j'ai trouvé l'assiette. Je m'en vais. Dépêchez-vous, allez à votre cuisine, allez. Oui, monsieur, j'y vais. Excusez-moi, monsieur.
Faites attention. Je vous recommande le calme. C'est ridicule. On dit toujours ça. Je n'aimais pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment conduire. Je suis assez... Là. Justement, monsieur, vous ne devriez pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. C'est mon affaire, et je la connais. Votre place n'est pas ici. C'est comme monsieur veut. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte interruption. Excusez cette femme. Elle a toujours peur pour ma santé. Elle craint que je me fatigue. Oh, mais c'est tout excusé, monsieur. Et puis cela prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère. Sa peur est stupide. Bon. Revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Bon. Tout en restant assise. Oh, monsieur. Bon. Arithmétisons un peu. Oui, monsieur. Est-ce que ça vous dérangerait de me dire Mais non, pas du tout, monsieur. Allez-y. combien font 1 et 1? Un et un font 2. Oh, mais c'est très bien. Oh, vous êtes très avancé dans vos études. Je vous félicite sincèrement, mademoiselle. Vous aurez facilement votre doctorat total. Oh, je suis bien contente, monsieur, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3, 3 et 1. 4, 4 et 1. 5, 5 et 1. 6, 6 et 1. 7, 7 et 1. 8, 7 et 1. 8 bis, Très bonne réponse. 7 et 1. paire, Excellent, parfait. 7 et 1. 8 quater et parfois 9. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. C'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soustraction. Dites-moi, seulement si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3. Oui, je veux dire, retirer 3 de 4. Ça fait 7. Non, je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Oui, oui. Bon. 4 moins 3 font... Combien? Combien? 4. Non, ce n'est pas ça. 3 alors. Non plus, mademoiselle. Excusez-moi de vous le dire, mais ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3, ça ne fait tout de même pas 10. Pensez à bien compter. Oui, monsieur. 1, 2, et... Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? Oh, mais monsieur, je puis compter à l'infini. Ça ne se peut pas, mademoiselle. Bon, alors mettons jusqu'à 16. Il faut savoir se limiter. Je vous en prie. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou de 4? Dans quel sens? Il y a des nombres plus petits et des nombres plus grands. Dans les nombres plus petits, il y a moins d'unités que dans les nombres plus grands. Et
s'il s'agit d'autres unités. Ah. Dans ce cas, le plus grand aura-t-il le moins d'unités que les autres? Laissons cela. Ça nous emmènerait trop loin. Il n'y a pas que des chiffres, des nombres, il y a aussi des groupes, des grandeurs, des sommes, il y a des tas de choses, comme les wagons, les prunes, les joies, les pépins, etc. Supposons seulement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Le plus grand sera celui qui aura le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Oh, mais je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mademoiselle. Beaucoup trop théorique. Vous n'avez pas à vous soucier de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons donc le nombre 3 et le nombre 4, avec chacun un nombre égal d'unités égales. Quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus grand ou le nombre plus petit? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, mademoiselle. Vous m'avez parfaitement compris, c'est parfait. Oh, alors c'est 4. Qu'est-ce qu'il est le 4? Plus grand ou plus petit que le 3? Plus petit? Oh non. Non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités y a-t-il entre 3 et 4? Ou entre 4 et 3, si vous préférez? Bah, il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. Puisque 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je me suis mal fait comprendre. Ça doit être ma faute. Je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez. Voici 3 allumettes. J'en ajoute une 4e. Oui, il y a bien 4 allumettes. J'en enlève une. Combien d'allumettes reste-t-il? 5. 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ça. Non, ce n'est pas ça. Vous avez toujours tendance à additionner. Il faut aussi soustraire. Il ne faut pas seulement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Bon, revenons à nos allumettes. Vous voyez qu'il y a bien 4 allumettes. Oui, monsieur. J'en enlève une. Combien d'allumettes reste-t-il? Je ne sais pas, monsieur. Voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je peux bien l'admettre. Mais vous êtes suffisamment cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors, Mais je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu 2 nez, et je vous en aurais arraché un, combien de nez resterait-il? Aucun? Oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous me l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposons que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui, après? Je vous en ajoute une autre. Combien en avez-vous? 2. Bon, j'en ajoute encore une autre. Combien avez-vous d'oreilles? 3 oreilles. Bon,
enlève une. Combien vous en reste-t-il? 2. Bon. Je vous en enlève encore une. Combien en reste-t-il? 2. Vous en avez 2. J'en enlève une. Combien vous en reste-t-il? 2. J'en mange une. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Non, 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 ce n'est pas ça. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Vous avez... Dites-moi. Bon, si vous voulez, d'accord, parfait. Vous avez donc, dites-moi. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. Ce n'est pas ça. Mais si, monsieur. Je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai 10. Mais je vous ai dit tout de suite après que vous en aviez 5. Mais je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Procédons autrement. Limitons-nous pour la soustraction au nombre de 1 à 5. Vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Vous voyez, ce sont des bâtons. Là, il y a un bâton, là, 2 bâtons, là, 3 bâtons, là, 4 bâtons, là, 5 bâtons. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons, mademoiselle, chaque bâton est une unité. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité. Mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Des chiffres, des nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Mais monsieur, des éléments, des chiffres qui sont des bâtons, des unités et des nombres. Tout à la fois. C'est-à-dire en définitive, mademoiselle, toute l'arithmétique elle-même est là. Ah oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors comptez en vous servant de ces éléments, additionnez et soustrayez. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Oui, si l'on peut dire. Et alors? On peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire 2 de 3, 3, 2 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Mais parce que quoi, monsieur? Mais Parce il que en les uns sont est- bien les autres. Et parce qu'il en est ainsi, ça ne s'explique pas. Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur. On l'a ou on l'a pas. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, jamais vous ne pourrez faire correctement un travail de polytechnicien. Encore moins pourra-t-on vous confier un cours à l'école polytechnique ou à la maternelle supérieure. C'est évidemment très difficile. C'est très très abstrait. Mais comment pourriez-vous calculer mentalement, sans avoir acquis ces principes premiers? Comment pourriez-vous calculer combien font, par exemple, et ceci à la moindre des choses, pour un ingénieur moyen, combien font 3 milliards 755 millions 998 251 multiplié par 5 milliards 162 millions 303 251. Ça fait 19 quintillions, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 508. Non, je ne
avoir 219 164 509. Non. 508. Oui, vous avez raison. Le produit est bien. 164 508. Mais comment le savez-vous si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement mathématique? C'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai pris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Pourtant, permettez-moi de vous avouer que je ne suis pas satisfait. Et je ne vous féliciterai pas, mademoiselle. Les mathématiques et l'arithmétique tout particulièrement veulent que l'on compte, hein, et surtout en arithmétique. C'est par un raisonnement à la fois inductif et déductif que vous auriez dû parvenir à ce résultat, ainsi qu'à tout autre résultat. Et les mathématiques sont les ennemis acharnés. Et la mémoire est excellente par ailleurs, mais arithmétiquement néfaste. Je ne suis donc pas content, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Monsieur. Bon, laissons cela. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. Monsieur, C'est vraiment dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. monsieur, monsieur. Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Au moins, si vous... Laissez-moi, Marie, laissez-moi. De quoi vous voulez-vous? Allez, à votre vaisselle, à votre cuisine, vite! Nous tâcherons de vous préparer, au moins pour le doctorat partiel. Mais lâchez-moi donc, Marie, je dois vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel, Oh oui, monsieur. les principes de la linguistique et de la philologie comparée. Non, monsieur. Non. Marie, Il ne faut pas. Marie, vous exagérez. Monsieur, surtout pas la philologie. La philologie d'un empire. Au pire, voilà une histoire. C'est trop fort, sortez. Bien, monsieur, bien. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie d'un empire. Je suis majeur, Marie. Ah oui, monsieur. C'est comme vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Je vais vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours, tout préparé, Oh oui, monsieur. grâce auquel vous pouvez en 15 minutes acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oh oui, monsieur. Silence, que veut dire cela? Pardon, monsieur. Bon, silence. Ainsi donc, mademoiselle, l'espagnol est bien la langue mère d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roumain, le sarde ou sardanapale, l'espagnol, le néo-espagnol, ainsi que pour certains de ces aspects, le turc, lui-même peut rapprocher cependant du grec, ce qui est tout à fait logique étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce et que la Grèce est plus près de la Turquie que vous et moi. Ceci est encore une illustration d'une loi linguistique très importante, selon laquelle philologie et géographie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, mademoiselle. Oh oui, monsieur. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles
et leurs idiomes et des autres groupes linguistiques tels que le groupe des langues autrichiennes, et néo-autrichiennes ou habsbourgiques, aussi bien que des groupes espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andoriens, basques, pelotes, aussi bien encore que des langues diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante. Mais on a toute la peine du monde à les distinguer les unes des autres. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles, que l'on arrive à distinguer cependant grâce à leurs signes distinctifs. Preuve incontestable de leur ressemblance extraordinaire, qui rend incontestable leur communauté d'origine et qui, en même temps, les différencie profondément par le maintien des signes distinctifs dont je viens de parler. Oh oui, monsieur. Mais ne nous attardons pas dans les généralités. Oh, monsieur. Ça a l'air de vous intéresser. Tant mieux. Tant mieux. Oh oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous y reviendrons plus tard. À moins que ce ne soit plus du tout. Qui pourrait le dire? Ah oui, monsieur. Toute langue, mademoiselle, sachez-le, souvenez-vous-en, jusqu'à l'heure de votre mort. Ah oui, monsieur. Jusqu'à l'heure de ma mort. Oui, monsieur. Et ceci est encore un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique qu'elle est nécessairement constituée de sons ou Phonème. Et n'interrompez pas, et ne talez pas ainsi votre science. Écoutez plutôt. Bien, monsieur. Oui, vous savez, monsieur. Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le menton, de vous soulever sur la pointe des pieds. Tenez, ainsi, vous voyez. Oui, monsieur. Taisez-vous, n'interrompez pas. Et d'émettre très haut les sons de toute la force de vos poumons, d'associer à celle de vos cordes vocales. Tenez, ainsi, vous voyez. Papillon. Eureka, Trafalgar, Papy, Papa. De cette façon, les sons remplis d'un air chaud, plus léger que l'air environnant, voltigeront, sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Si vous émettez plusieurs sons à la fois, ceux-ci s'agripperont automatiquement, entraînant la naissance de groupements plus ou moins importants, d'assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, mais justement capables pour cela de se maintenir à une hauteur élevée dans les airs. Seuls donc les sons alourdis par leur signification, chargés de sens qui finissent toujours par succomber, s'écrouler. Dans les oreilles des sourds. C'est ça, mais n'interrompez pas. Et dans la pire confusion, ou par crever comme des ballons. Ainsi donc, mademoiselle, qu'avez-vous donc? J'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a aucune importance, nous n'allons pas nous arrêter pour si peu. Continuons. Oui, monsieur. J'attire votre attention au passage sur les consonnes qui changent de nature en liaison. Les feux deviennent des veux, les deux des te, les que des gueux, et vice-versa, comme dans les exemples que je vous signale. 3 heures, les enfants. Le coq au vin. L'âge nouveau. Voici la nuit.
J'ai mal aux dents. Continuons. Oui. Résumons. Pour apprendre à bien prononcer, il faut des années et des années. Grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Pour faire sortir les sons, les mots et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons. Ensuite, le faire passer délicatement, en les effleurant sur les cordes vocales qui, soudain, comme des harpes ou comme des feuillages sous le vent, frémissent, s'agitent, vibrent, ou chuintent, ou grasseillent, ou se froissent, ou sifflent, mettant tout en mouvement, langue, luette, palais, dents. J'ai mal aux dents. Lèvres. Finalement, les sons sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, en un envol puissant et majestueux, qui n'est autre que ce que nous appelons improprement la voix. Se modulant en chant ou se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège, des gerbes de fleurs les plus variées, des artifices sonores, occlusifs, dentales, palatales, labiales ou autres, tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Oui, monsieur. J'ai mal aux dents. Continuons. Quant aux langues néo-espagnoles, elles sont des parentes si rapprochées les unes des autres qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer les unes des autres. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer, d'éviter les fautes de prononciation. Une erreur de prononciation peut vous jouer des tours, mademoiselle. Bon. À ce propos, permettez-moi de vous faire part, entre parenthèses, d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, presque encore un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade, le vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ben si, au lieu de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il disait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, fifi font fafa au lieu de fifi font fafa, Philippe au lieu de Philippe, victoire au lieu de victoire, février au lieu de février, mars-avril au lieu de mars-avril, Gérard de Nerval et non pas comme ça est correct Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc. Et ainsi de suite, 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 etc. Seulement, il avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut grâce à des chapeaux. On s'en apercevait pas. Oui. J'ai mal aux dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui distingue ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ainsi donc, mademoiselle, tous les mots de toutes ces langues, Ah oui. Oh, j'ai mal aux dents. continuons, sont toujours les mêmes.
avec toujours la même désinence, les mêmes suffixes, les mêmes préfixes, les mêmes racines. Les racines des mots sont-elles carrées? Carré ou cubique, c'est selon. J'ai mal au dos. Continuons, je vous dis continuons. Prenons, et c'est un exemple que je vous donne, prenez le mot front. Avec quoi le prendre? Avec ce que vous voudrez pourvu que vous le preniez. Mais surtout, n'interrompez pas. J'ai mal au dos. Je vous dis continuons. Prenez donc le mot français front. L'avez-vous pris? Oui, oui, ça y est. Oh, béton. Le mot front est racine dans frontispice. Il l'est aussi dans effronté. Ispice est suffixe, F est préfixe. On les appelle ainsi parce qu'ils ne veulent pas changer. J'ai mal au dos. Continuons, vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous vous en êtes aperçus, n'est-ce pas? Oh, est-ce que j'ai mal au dos? Continuons. Vous avez également pu remarquer que ces mots n'avaient pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus n'a réussi à les faire changer, ni en français, ni en espagnol, ni en néo-espagnol, ni en latin, ni en italien, ni en romain, ni en sardanapali, ou en sardanapale, ni même en oriental. Front, frontispice, effronté. Toujours le même mot. Invariablement, avec toujours même racine, même préfixe, même suffixe. Et cela dans toutes les langues énumérées. Et c'est toujours pareil pour tous les mots. Dans toutes les langues, ces mots veulent dire la même chose. Oh, est-ce que j'ai mal aux dents? Absolument. Comment serait-il autrement? De toute façon, vous avez toujours la même signification, la même composition, la même structure sonore. Non seulement pour ces mots, mais pour tous les mots concevables dans toutes les langues. Car une même notion s'exprime forcément par un seul et même mot. Et c'est synonyme dans tous les pays. Laissez donc vos dents. J'ai mal aux dents. Oui, oui et oui. Continuons, je vous dis continuons. Comment dites-vous, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. J'ai mal aux dents. Continuons, dites quand même. En français. En français. Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dira, je crois, en français, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français? Grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. En français, ça se dit jaune. Ah oui, évidemment. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Non, qui était Asiatique, j'ai mal au dos. c'est ça. J'ai mal. Oh, tant pis, continuons. Traduisez-moi cette phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous avez fait le contraire. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol. Oh, j'ai mal au dos et vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Écoutez, prenez des notes. J'ai mal. Aux dents. Continuons. Ah. Je vais vous dire la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol et enfin en latin. Vous répétez après moi. Attention, car les ressemblances sont grandes. Les ressemblances identiques. Écoutez, suivez bien. En espagnol. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
en latin. Les roses de ma grand-mère sont aussi roses de mon grand-père qui était asiatique. Saisissez-vous les différences? Traduisez-moi cela en roumain. Les... Comment dit-on rose en roumain? Rose, évidemment. Ah, ce n'est pas rose. Oh, est-ce que j'ai mal aux dents? Mais non, mais non, mais non. Rose est la traduction en oriental du mot français rose. En espagnol, rose. Vous saisissez? En sardanapali, rose. Oh, monsieur. Oh, est-ce que j'ai mal aux dents et je ne saisis pas la différence? C'est pourtant bien simple. La condition d'avoir une certaine expérience technique et une pratique de ces langues diverses, si diverses, malgré qu'elles ne présentent que des caractères identiques. Ouais. Bon, je vais tâcher tout de même de vous donner une clé. Mal aux dents! Ce qui distingue ces langues entre elles, ce ne sont ni les mots, qui sont toujours les mêmes, ni la structure de la phrase, qui est partout pareille, ni l'intonation, qui ne présente pas de différence, ni le rythme de la langue. Ce qui les différencie... M'écoutez-vous. J'ai mal aux dents! M'écoutez-vous, mademoiselle. Ah, nous allons nous fâcher. Vous m'embêtez, monsieur, j'ai mal aux dents! Nom d'un caniche là-bas. Écoutez-moi. Bien oui. Allez-y. Ce qui distingue ces langues entre elles, d'une part, et de leur mère, l'espagnol, avec un E muet, d'autre part, c'est... C'est quoi? C'est quelque chose d'ineffable. Mais un ineffable qu'on ne perçoit qu'après un très long temps, avec beaucoup de peine, et après une très longue expérience. Oui, mademoiselle, on ne peut vous donner de règles. Il faut avoir du flair, et puis c'est tout. Et pour en avoir, il faut étudier, et étudier, et encore étudier. Oh, est-ce que j'ai mal aux dents? Il y a tout de même quelques cas précis où les mots diffèrent d'une langue à l'autre. Mais nous ne pouvons nous fonder dessus pour notre savoir, car ces cas sont, pour ainsi dire, exceptionnels. Ah oui. Oh, monsieur, j'ai mal aux dents. Ne m'interrompez pas! Ne me mettez pas en colère ou je ne répondrai plus de moi! Je disais donc, des cas particuliers, exceptionnels, ou de distinction facile, ou de distinction aisée, ou commode, si vous aimez mieux. Je répète, si vous aimez, car je constate que vous ne m'écoutez plus. J'ai mal aux dents. Je dis donc, dans certaines expressions d'usage courant, certains mots précis sont totalement différents d'une langue à l'autre, si bien que la langue employée est, dans ce cas, sensiblement plus facile à identifier. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnole célèbre à Madrid, ma patrie est la néo-Espagne, devient en italien, ma patrie est... La néo-Espagne. Mais non! Ma patrie est l'Italie! Dites-moi, par une déduction toute simple, dans ce cas, comment dit-on Italie en français? J'ai mal aux dents. C'est
c'est pourtant bien simple. Pour Italie, nous avons en français le mot France, qui exact. Ma patrie est la France. Et France en oriental, Orient. Ma patrie est l'Orient. Et Orient en portugais, Portugal. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, devient donc ainsi en portugais, ma patrie est le Portugal. Et ainsi de suite. J'en ai marre! Ça suffit! Ça suffit! J'ai peur! Oh, non. Je vais vous les arracher, moi! Encore un autre exemple. Le mot capitale, la capitale, revêt un sens tout à fait différent selon la langue employée. C'est-à-dire que si un Espagnol dit « j'habite la capitale », le mot « capitale » n'aura pas du tout le même sens que ce qu'entend un Portugais quand il dit lui aussi « j'habite la capitale ». Et ainsi de suite, si c'est un Italien, un Roumain, un Sardanapale ou un Sardanapali, un Espagnol ou un Néo-Espagnol, un Oriental, etc. Tel que vous entendez dire, mademoiselle, j'habite la capitale. Mademoiselle, je dis ça pour vous, merde alors! Dès que vous entendez dire j'habite la capitale, vous saurez immédiatement et facilement si c'est de l'espagnol, du néo-espagnol, du portugais, du roumain, du sardanapali, du latin, de l'italien. Il suffira que vous deviniez à quelle métropole pense celui qui prononce la phrase au moment précis où il la prononce. Mais ce sont à peu près les seuls exemples précis que je puisse vous donner. Oh là là! Mes dents! Silence ou je vous fracasse le crâne. Essayez donc! Crâneur! Tenez-vous longtemps! Plus un mot! J'ai mal aux dents! Continuons. Mais la chose la plus, comment dirais-je, la plus paradoxale, ah oui, c'est bien le mot, la chose la plus paradoxale, c'est que des tas de gens qui n'ont absolument aucune instruction parlent ces différentes langues. Vous entendez, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ces différentes langues, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez eu de la chance. Des gens du peuple parlent espagnol, par-ci de mots néo-espagnols qui ne décèlent pas, tout en croyant parler le latin, ou parlent le latin, par-ci de mots roumains, tout en croyant parler le sardanapali, ou parlent le sardanapali, par-ci de mots néo-espagnols, tout en croyant parler le roumain ou l'espagnol. Vous me comprenez? Oui! Oui! Et oui! Que voulez-vous de plus? Pas d'insolence, mignonne. Ou gare à toi! Mais, mademoiselle, c'est que certains, en un latin qu'ils supposent espagnol, disent « Je souffre de mes deux fois à la fois », en s'adressant à un Français qui ne connaît pas un mot d'espagnol, mais qui le comprendra parfaitement, comme si c'était sa propre langue. D'ailleurs, il croit que c'est sa propre langue. Et il répondra en français « Moi aussi, monsieur, je souffre de mes deux fois », et se fera parfaitement comprendre de l'espagnol, qui aura la conviction que c'est en pur espagnol qu'on lui a répondu, et qu'on parle espagnol. Alors qu'en réalité, ce n'est dit du latin, ni du français, mais de l'espagnol, à la sauce néo-espagnole. Taisez-vous, donnez-vous tranquille! Ne remuez plus les jambes, ne tapez plus les pieds! J'ai mal aux dents! Comment se fait-il que, parlant sans savoir quelle langue ils parlent, les gens du peuple
s'entendent entre eux. Je demande. C'est une des curiosités inexplicables de l'empirisme grossier du peuple. À ne pas confondre avec l'expérience. C'est un paradoxe, un non-sens, une bizarrerie de la nature humaine. C'est, pour le dire en un mot, oui, c'est lui, tout simplement, c'est l'instinct qui joue ici. Au lieu de regarder voler les mouches, pendant que je me donne tout ce mal, vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas moi qui me présente au doctorat partiel. Je l'ai passé il y a longtemps, ainsi que mon doctorat total et mon diplôme supratotal. Vous ne comprenez pas que je veux votre bien? Mal aux dents. Mal élevé. Oh, mais ça n'ira pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Je vous écoute. Pour apprendre à distinguer ces langues entre elles, je vous ai dit que rien ne valait la pratique. Procédons par ordre. Je vais tâcher de vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. C'est comme vous voulez. Après tout. Marie, Marie! Elle ne vient pas. Marie, Marie! Venez vite! Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Faut venir quand je vous dis de venir. C'est moi qui commande, vous entendez? Elle ne comprend rien, celle-là. Elle ne comprend pas. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur, car à la fin, ça vous mènera loin. Ça vous mènera loin, tout ça. Je serai Marie Piaton. On le dit toujours, je voudrais bien voir ça. J'ai mal aux dents. Vous voyez, ça commence. C'est le symptôme. Quel symptôme? Expliquez-vous, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire? Le symptôme final. Le grand symptôme. Sottise, sottise, sottise. Attendez, ne partez pas comme ça, je voulais vous demander de me rapporter les couteaux espagnols, néo-espagnols, ça Je ne comprends pas pourquoi. Ah. Voilà un couteau, mademoiselle. C'est dommage qu'il n'y ait que celui-là pour toutes les langues. Mais nous tâcherons de l'utiliser pour toutes les langues. Il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues en regardant l'objet de très près, fixement, et en imaginant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Alors dites cou comme cou, taux comme taux. C'est du quoi ça? De l'italien? Du français? De l'espagnol? Ça ne vous regarde pas. Regardez. Dites cou. Cou, Taux, regardez. dos. Encore. Regardez. Non! Non! J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête! Couteau, regardez. Couteau, regardez. Non! Non, j'ai mal aux oreilles, vous avez une voix, elle est stridente, j'ai mal aux oreilles! Je vais te les arracher, moi, tes oreilles, ma mignonne. Comme ça, elles ne te feront plus mal. C'est vous qui me faites mal! Couteau, regardez. Oh, j'ai mal!
Ça fait du bien. Ah, je suis fatigué. Je n'arrive plus à respirer. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle, la leçon est finie. Vous pouvez vous lever, vous pouvez rentrer chez vous. Vous verrez la prochaine fois. Elle est morte. C'est avec mon couteau. Marie, ma petite Marie, venez vite. Non, je me suis trompé, ne venez pas. Non, ne venez pas, je n'ai plus besoin de vous, ma petite Marie. Alors, vous êtes content de votre haleine? Oui, la leçon est finie, mais... Vous avez bien profité de votre leçon. Elle reste là, elle ne veut pas partir. En effet. Ce n'est pas moi, Marie. Ce n'est pas moi, je vous assure, ma petite Marie. Mais qui donc? Qui donc? Moi? C'est possible. Le chat? Pourquoi pas? C'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Vous n'avez pas honte à votre âge? Mais vous allez vous rendre malade. Il ne vous restera plus les élèves. Et ça sera bien fait. C'est pas ma faute, elle ne voulait pas apprendre. Elle était désobéissante. C'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre. Menteur. Ça ne vous regarde pas. Assassin! Salaud! Quoi qui est dégoûtant. Vous vouliez me faire ça, moi? Je ne suis pas une de vos élèves, moi! Remettez ce couteau à sa place. Allez! Vous avez pourtant bien averti, tout à l'heure encore. La récidive mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Vous aviez dit au pire. C'est pareil. Je croyais que pire, c'était une ville et que vous vouliez dire que la philologie menait à la ville de Pire. Diornard, un savant comme vous ne se méprend pas sur le sens des mots, faut pas bien faire. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Au moins vous le regrettez. Oh oui, ma petite Marie, je vous jure. Vous me faites pitié, tenez. Vous êtes un brave garçon quand même. On va tâcher d'arranger ça. Mais ne recommencez pas. Ça peut vous donner une maladie de cœur. Oui, merci bien un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer. En même temps que les 39 autres. Ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres. Et mon amoureux, le curé Auguste. On va commander des couronnes. Oui, merci bien, Marie. En fait, c'est pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous êtes vous-même un peu curé à vos heures, si l'on en croit la rumeur publique. Pas trop cher tout de même, les couronnes. Elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins, elle est indécente. Et puis on va l'emporter. Oui, Marie, mais on risque de se faire pincer. Vous pensez, avec 40 cercueils, les gens seront étonnés. Et si on nous demande ce qu'il y a dedans? Ne vous faites pas tant de soucis. On dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien. Ils sont habitués. Tenez, si vous avez peur, mettez ceci. Vous n'aurez plus rien à craindre. C'est politique. Oh, merci bien, Marie. Ah oui, avec ça, je suis tranquille.
Vous êtes une brave fille, Marie. Vraiment dévouée. Ça va. Allez-y, monsieur. Ça y est? Ça y est. Attention, ne lui faites pas de mal. Patience!